Sous la pluie battante, Camille courait, son journal intime serré contre sa poitrine, les pages trempées menaçant de se déchirer. Les mots de son grand-père, pécheresse, résonnaient dans sa tête, aussi tranchants que le vent glacé de cette soirée d'automne à Saint-Émilion. Elle ne savait pas si elle fuyait sa maison ou son propre cœur, mais elle savait qu'elle devait trouver Sogine. Dans cette petite ville viticole du sud-ouest de la France, où les vignes s'étendaient à perte de vue, Camille, 26 ans, avait toujours vécu sous le regard sévère de son grand-père, Henri. Homme de tradition, il dirigeait la maison familiale avec une rigueur héritée de générations de vignerons. Sa parole était loi, et son mépris pour tout ce qui déviait de la norme était aussi immuable que les pierres de l'église du village. Camille, avec ses cheveux châtains coupés courts et son rire éclatant, avait appris à cacher ses pensées les plus intimes, à enfouir ses désirs dans les pages d'un carnet qu'elle gardait sous son matelas. Mais ce soir, tout avait changé. Henri avait trouvé le journal. Il l'avait lu. Et il l'avait jugé. « Comment as-tu osé écrire ces choses » avait-il hurlé, brandissant le carnet comme une preuve de trahison. « Aimer une femme, une étrangère, en plus, tu souilles notre nom. » Chaque mot était un coup, et Camille, figée, n'avait su quoi répondre. Elle avait arraché le journal de ses mains et s'était enfuie, laissant derrière elle la chaleur étouffante de la maison familiale pour plonger dans la nuit. Elle courait maintenant vers la petite librairie où travaillait Sogine, une Coréenne de 28 ans arrivée en France 2 ans plus tôt pour étudier la littérature. Sogine, avec ses longs cheveux noirs et ses yeux sombres qui semblaient lire l'âme de Camille, était devenue sa confidente, puis bien plus. Leur lien, d'abord amical, s'était transformé en quelque chose de plus profond, un amour qu'aucune des deux n'avait osé nommer jusqu'à récemment. Camille se souvenait de leur premier baiser, volé dans l'arrière-boutique de la librairie, entouré de piles de livres anciens, le parfum du papier se mêlant à celui de la pluie. Mais cet amour, si doux et si vrai, était une tempête dans le monde de Camille. La France, bien que plus ouverte que la Corée du Sud, où Sogine avait grandi sous la pression d'une société conservatrice, n'était pas exempte de jugement. Et dans une petite ville comme Saint-Émilion, les rumeurs couraient plus vite que le vent. Camille savait que son grand-père ne pardonnerait jamais. Pourtant, ce n'était pas seulement son jugement qu'elle craignait, mais la douleur de trahir Sogine, de la laisser seule face à un monde qui ne comprenait pas leur amour. Arrivée devant la librairie, Camille s'arrêta, essoufflée, les joues trempées de pluie et de larmes. La vitrine brillait faiblement sous les réverbères, et à travers la vitre, elle aperçut Sogine, penchée sur un livre, son visage calme contrastant avec la tempête intérieure de Camille. Elle frappa à la porte, son cœur battant à tout rompre. Sogine leva les yeux, surprise, puis se précipita pour ouvrir. « Camille, qu'est-ce qui se passe? Tu es trempée. » Sa voix, douce mais teintée d'inquiétude, enveloppa Camille comme une couverture. « Il sait, Sogine. Mon grand-père, il a lu mon journal. Il sait tout. » Les mots sortaient en cascade, entrecoupés de sanglots. Sogine la tira à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. Dans l'arrière-boutique, à l'abri des regards, Sogine prit les mains de Camille. « Raconte-moi tout, » murmura-t-elle, ses yeux cherchant ceux de Camille. Camille lui parla de la dispute, des mots durs d'Henri, de sa honte et de sa peur. Elle lui confia combien elle se sentait déchirée entre son amour pour Sogine et son devoir envers sa famille. Sogine écoutait, silencieuse, mais ses mains serraient celles de Camille avec une force qui disait « Je suis là. Je ne te lâcherai pas. » « En Corée, » dit enfin Sogine, sa voix tremblante, « j'ai grandi en cachant qui j'étais. Ma famille, ils ne savent rien de moi. Pas vraiment. Venir en France, c'était ma chance de respirer, de vivre. Mais même ici, c'est difficile, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête, incapable de parler. Elle se sentait à la croisée des chemins, entre fuir avec Sogine et affronter son grand-père, entre cacher son amour et le crier au monde. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas abandonner Sogine. Pas après tout ce qu'elles avaient traversé. La nuit s'étendait devant elle, pleine de questions sans réponse. Camille posa sa tête sur l'épaule de Sogine, et pour un instant, le monde extérieur disparut. Il n'y avait qu'elles deux, dans cette librairie silencieuse, avec le bruit de la pluie comme seule musique.
Mais au fond d'elle, Camille savait que ce n'était que le début. Le journal, ses mots, ses secrets, n'étaient qu'une étincelle. La vérité, celle qu'elle avait écrite sur la dernière page, allait tout changer. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais une brume épaisse enveloppait Saint-Émilion, comme si la ville elle-même voulait cacher ses secrets. Camille se réveilla sur le canapé de l'arrière-boutique, un plaid jeté sur elle par Sogine. La librairie sentait le café et les vieux livres, une odeur qui, d'ordinaire, l'apaisait. Mais aujourd'hui, son cœur était lourd. Elle ne pouvait pas retourner chez elle, pas après les mots de son grand-père. Sogine entra, 2 tasses fumantes à la main. « Tu as dormi un peu ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de Camille. « À peine, » murmura Camille, prenant la tasse. Ses yeux tombèrent sur son journal, posé sur une table basse. Les pages étaient froissées, certaines tachées d'eau, mais il était là, intact, comme un témoin muet de sa vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal qui l'a mis dans une telle colère ? Demanda Sogine, sa voix douce mais curieuse. Camille hésita. Elle n'avait jamais partagé les détails de ses écrits avec Sogine. Le journal était son refuge, un lieu où elle pouvait être elle-même sans crainte. Mais maintenant, il était devenu une arme entre les mains d'Henri. « Ce sont mes pensées, mes sentiments. Pour toi, pour nous. » Elle baissa les yeux, gênée. « J'ai écrit sur ce que je ressens quand je suis avec toi, sur ce que ça signifie pour moi. Et sur ma peur qu'on ne nous accepte jamais. » Sogine posa une main sur la joue de Camille, un geste tendre mais ferme. « Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu ressens. Pas avec moi. » Mais Camille n'était pas si sûre. Elle avait grandi dans l'ombre des attentes d'Henri, dans une maison où l'honneur familial passait avant tout. Son père, décédé quand elle était enfant, avait laissé à Henri le rôle de patriarche incontesté. Sa mère, Élise, était une femme douce mais effacée, incapable de tenir tête à son père. Camille avait toujours su que son amour pour Sogine serait un scandale, non seulement à cause de leur genre, mais aussi parce que Sogine était étrangère, une Coréenne dans un village où l'on se méfiait des autres. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua Camille. « Si je retourne là-bas, il me forcera à renier tout ça. À renier nous. » Sogine serra sa main. « Alors ne retourne pas. Pas encore. Reste ici, avec moi. On trouvera une solution. » Mais la réalité rattrapa vite leur bulle de réconfort. Un coup retentit à la porte de la librairie, encore fermée à cette heure matinale. Camille sursauta, son cœur s'emballant. Sogine se leva, prudente, et jeta un œil par la vitrine. « C'est ta mère, » murmura-t-elle. Élise entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Camille, pourquoi es-tu partie comme ça? Ton grand-père est furieux. Il parle de te déshériter, de tout. » Camille sentit son estomac se nouer. « Il m'a traité de pécheresse, maman. Il a lu mon journal. Il sait pour Sogine. » Élise pâlit, jetant un regard rapide à Sogine, qui se tenait en retrait, silencieuse mais attentive. « Camille, tu sais comment il est. Il ne comprend pas. Mais il t'aime à sa manière. »« À sa manière, » répéta Camille, la voix tremblante de colère. « Il m'aime tant qu'il veut me briser. » Élise sembla chercher ses mots, mais aucun ne vint. Elle tendit une main vers sa fille, mais Camille recula. « Je ne peux pas revenir. Pas maintenant. » Sogine intervint, sa voix calme mais ferme. « Madame, je sais que c'est difficile. Mais Camille a besoin de temps. Et de soutien. » Élise regarda Sogine, comme si elle la voyait pour la première fois. « Vous êtes celle dont elle parle dans son journal ?» demanda-t-elle, hésitante. Sogine hocha la tête, sans détourner le regard. « Oui, et je l'aime. » Ces mots, prononcés avec une telle simplicité, firent vaciller Camille. Elle n'avait jamais entendu Sogine parler si ouvertement de ses sentiments. Mais Élise, elle, sembla déstabilisée. « Je ne sais pas quoi dire. Tout ça est si compliqué. » Après un silence lourd, Élise ajouta. « Camille, viens à la maison ce soir. Parle à ton grand-père. Il est en colère, mais il écoute parfois. » Puis elle partit, laissant derrière elle une tension palpable.
Camille se tourna vers Sogine. Et si je n'y arrive pas? S'il me force à choisir? Sogine prit son visage entre ses mains. Alors choisis-toi, Camille. Choisis ce qui te rend heureuse. Ces mots restèrent avec Camille toute la journée. Elle passa les heures suivantes à aider Sogine à la librairie, essayant de se distraire, mais son esprit revenait sans cesse à son grand-père, à ses mots, à la dernière page de son journal. Cette page qu'il n'avait pas lue. Celle où elle avait écrit sa vérité la plus profonde, celle qui pourrait tout changer ou tout détruire. Le crépuscule tombait sur Saint-Émilion, peignant les toits d'ardoise d'une lueur orangée. Camille se tenait devant la maison familiale, son journal dans une main, son courage vacillant dans l'autre. Sogine avait proposé de l'accompagner, mais Camille avait refusé. C'était une bataille qu'elle devait mener seule. En entrant, elle trouva Henri dans le salon, assis dans son vieux fauteuil, un verre de vin rouge à la main. Ses yeux, durs comme le granit, se posèrent sur elle. « Tu oses revenir ?» dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Je suis venu parler, » répondit Camille, s'efforçant de garder son calme. « Pas me cacher. » Henri ricana, posant son verre. « Parler? De quoi? De ta honte? De cette Coréenne qui t'a corrompu ?» Camille sentit la colère monter, mais elle la ravala. « Sogine ne m'a pas corrompu. Je l'aime. Et je ne vais pas m'excuser pour ça. » Le silence qui suivit était suffocant. Henri se leva, dominant la pièce de sa stature imposante. « Tu crois que l'amour justifie tout? Tu déshonores cette famille, Camille. Ton père serait mort de honte. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Camille vacilla, mais elle tint bon. « Papa m'aimait. Il m'aurait comprise. Toi, tu ne vois que ce que tu veux voir. » Henri attrapa le journal qu'elle tenait et le feuilleta avec dédain. Ces mots, ces pensées impures. Comment as-tu pu? Camille arracha le carnet de ses mains. Ce ne sont pas des pensées impures. C'est moi. C'est qui je suis. Elle ouvrit le journal à la dernière page, celle qu'Henri n'avait pas lue. Lis ça. Lis jusqu'au bout. Peut-être que tu comprendras. Henri hésita, puis prit le carnet, ses mains tremblant légèrement. Camille retint son souffle. Cette page contenait une lettre, adressée à lui. Une lettre où elle avait mis tout son cœur, où elle expliquait non seulement son amour pour Sogine, mais aussi son amour pour sa famille, pour leur histoire, pour les vignes qu'elle avait appris à chérir à ses côtés. Elle y parlait de sa peur de le décevoir, mais aussi de son espoir qu'il pourrait un jour l'accepter. Henri lut en silence, son visage impassible. Lorsqu'il referma le carnet, il ne dit rien. Il se rassit, fixant le vide. Camille attendait, le cœur battant, mais il ne parla pas. Finalement, il murmura « Sors d'ici ». Dévastée, Camille quitta la maison, les larmes aux yeux. Elle marcha sans but dans les rues sombres, jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant la librairie. Sogine était là, fermant la boutique. En voyant Camille, elle courut vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Camille tomba dans ses bras, incapable de parler. Sogine la serra fort, murmurant des mots apaisants en coréen, puis en français. « On va s'en sortir, Camille. Ensemble. » Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Sogine raconta son passé en Corée, les attentes écrasantes de sa famille, son départ pour la France comme une évasion. Elle parla de sa peur de retourner un jour à Séoul, où son amour pour Camille serait encore plus difficile à vivre. Camille, elle, partagea ses souvenirs d'enfance, son lien avec les vignes, son amour pour son grand-père malgré tout. Mais une question restait en suspens. Que faire maintenant? Camille savait qu'elle ne pouvait pas continuer à fuir. Et Sogine, bien que déterminée, craignait que leur amour ne survive pas à la pression du monde extérieur. Alors que le soleil se levait, Camille prit une décision. « Je vais écrire une nouvelle page », dit-elle, serrant son journal. « Une page pour nous, pour notre avenir. » Sogine sourit, un éclat d'espoir dans les yeux. « Et je serai là pour la lire. » Mais au fond d'elle, Camille savait que la bataille était loin d'être terminée. Henri n'avait pas changé d'avis, et le village commençait à murmurer. Leur amour, aussi fort soit-il, allait devoir affronter bien plus que la colère d'un vieil homme.
Les jours suivants furent un mélange de défis et de fragilité. Camille et Sojine décidèrent de rester ensemble, partageant le petit appartement au-dessus de la librairie. Chaque matin, Camille aidait Sojine à ouvrir la boutique, triant les livres et accueillant les clients, mais son esprit était ailleurs. Les regards des habitants de Saint-Émilion, autrefois amicaux, étaient devenus scrutateurs. Les rumeurs s'étaient répandues, attisées par les paroles d'Henri lors d'une réunion au café du village. « Ma petite fille a perdu la tête », avait-il dit, selon une amie de Camille qui l'avait entendu. Elle s'est laissée séduire par une étrangère. Ces mots, rapportés à Camille, la blessèrent profondément, mais ils renforcèrent aussi sa détermination. Sojine, de son côté, faisait face à ses propres démons. Elle recevait des messages de sa famille en Corée, des questions insistantes sur son retour. « Quand rentres-tu à Séoul ?» demandait sa mère dans un courriel. « Ton père veut te présenter quelqu'un. » Sojine n'avait jamais parlé de Camille à sa famille. Elle savait que leur réaction serait encore plus dure que celle d'Henri. En Corée, l'acceptation de l'amour entre femmes était rare, et Sojine craignait de perdre sa famille pour toujours. Un soir, alors qu'elle dînait dans l'appartement, Camille remarqua le silence inhabituel de Sojine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, posant sa fourchette. Sojine hésita, puis sortit son téléphone. « Ma sœur m'a écrit. Elle a entendu des rumeurs sur nous. Quelqu'un a dû parler à un étudiant coréen qui était ici l'an dernier. » Camille sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle veut que je revienne. Elle dit que je mets la famille dans l'embarras. » Sojine baissa les yeux, sa voix tremblante. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester ici, Camille. Mon visa d'étudiante expire bientôt. » Ces mots frappèrent Camille comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais envisagé que Sojine puisse partir. « On trouvera une solution, » dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer Sojine. « Tu peux demander un autre visa, non? Ou on pourrait aller ailleurs. » Sojine secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Et toi? Tu abandonnerais tout? Ta famille, les vignes, ta vie ici ?» Camille n'avait pas de réponse. Elle aimait Sojine, mais les vignes de Saint-Émilion étaient une partie d'elle, un lien avec son père, avec son histoire. Pourtant, l'idée de perdre Sojine était insupportable. Le lendemain, un événement inattendu bouleversa leurs réflexions. Élise, la mère de Camille, vint à la librairie. Contrairement à sa première visite, elle semblait plus assurée. « Camille, j'ai parlé à ton grand-père, » dit-elle. « Il est têtu, mais il souffre. Il ne sait pas comment gérer ça. » Camille croisa les bras, sceptique. « Il souffre? Et moi, alors ?» Élise soupira. « Je sais qu'il t'a blessé. Mais il a gardé ton journal. Il le relit. Je l'ai vu. » Cette révélation surprit Camille. Henri, relisant son journal, était-ce possible qu'il cherche à comprendre? Elle n'osait y croire. « Donne-lui du temps, » ajouta Élise. « Et viens à la maison ce week-end. On organise une fête pour la fin des vendanges. Il veut que tu sois là. » Camille échangea un regard avec Sojine. Une fête signifiait des invités, des voisins, des regards. Mais c'était aussi une chance de montrer qu'elle n'avait pas honte. « Je viendrai, » dit-elle finalement. « Mais seulement si Sojine peut venir aussi. » Élise sembla hésiter, puis hocha la tête. « D'accord. » Le week-end arriva, et avec lui, une tension palpable. Camille et Sojine se rendirent à la fête, main dans la main, défiant les murmures des invités. Henri les ignora, mais ses yeux trahissaient une lutte intérieure. Pendant la soirée, Camille surprit une conversation entre deux voisins. Henri dit qu'elle est sous l'influence de cette Coréenne. Il pense qu'elle reviendra à la raison. Ces mots ravivèrent la colère de Camille. Elle prit Sojine par la main et monta sur une petite estrade où un musicien jouait. « Écoutez tous !» cria-t-elle, attirant l'attention. « Je suis Camille Dubois. Et voici Sojine, la femme que j'aime. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors vous ne m'acceptez pas. » Un silence choqué s'abattit sur la foule. Sojine serra sa main, les larmes aux yeux. Henri, debout au fond, quitta la fête sans un mot.
Ce soir-là, Camille écrivit une nouvelle page dans son journal, décrivant ce moment de courage, mais aussi sa peur de ce qui suivrait. Elle savait que son geste aurait des conséquences. Mais pour la première fois, elle se sentait libre. La déclaration de Camille à la fête des vendanges fit l'effet d'une bombe dans Saint-Émilion. Les jours suivants, les regards se firent plus insistants, les murmures plus audibles. Certains habitants, touchés par son courage, lui adressaient des sourires timides. D'autres détournaient les yeux, comme si son amour était une maladie contagieuse. Mais pour Camille, il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait choisi Sogine, et elle était prête à en payer le prix. Pourtant, la réalité était plus complexe. Sogine, bien que fière de Camille, vivait dans l'angoisse. Les messages de sa famille devenaient plus pressants, et elle avait reçu un appel de son père, exigeant son retour immédiat en Corée. « Tu nous fais honte », avait-il dit, sa voix froide à travers le téléphone. Sogine n'avait rien répondu, mais chaque mot l'avait brisé un peu plus. Camille, sentant sa détresse, tenta de la réconforter. « On peut se battre, Sogine. On peut rester ensemble, ici ou ailleurs. » Mais Sogine secoua la tête. « Et si je dois partir? Si je n'ai pas le choix ?» Cette question hantait Camille. Elle passa des heures à chercher des solutions. Un nouveau visa, un travail pour Sogine, peut-être même un mariage pour lui permettre de rester. Mais chaque option semblait plus incertaine que la précédente. Et puis, il y avait Henri. Depuis la fête, il n'avait pas reparlé à Camille. Élise, cependant, apporta une lueur d'espoir. « Il a lu ta lettre, » dit-elle un matin, en passant à la librairie. Toute la dernière page. Il ne le dit pas, mais ça l'a touché. Camille fronça les sourcils. Touché? Il m'a ignoré à la fête. Il est parti comme un lâche. Élise posa une main sur son bras. Il est vieux, Camille. Il a grandi dans un monde différent. Mais il t'aime. Donne-lui une chance. Cette idée semblait absurde, mais Camille ne pouvait ignorer l'espoir dans les yeux de sa mère. Elle décida de tenter une dernière fois. Accompagnée de Sogine, elle se rendit à la maison familiale, déterminée à parler à Henri. Ils le trouvèrent dans les vignes, taillant les dernières branches avant l'hiver. Il leva les yeux, son regard dur, mais il ne leur demanda pas de partir. « Qu'est-ce que vous voulez » grommela-t-il. Camille prit une profonde inspiration. « Je veux que tu comprennes, grand-père. Je veux que tu saches qui je suis vraiment. » Henri posa son sécateur, essuyant ses mains sur son tablier. « J'ai lu ta lettre, » dit-il enfin. « Tu parles des vignes, de ton père, de ce que cette famille représente. Et tu dis que cette femme fait partie de toi. » Il jeta un regard à Sogine, qui se tenait droite, silencieuse. « Elle s'appelle Sogine, » corrigea Camille, la voix ferme. « Et oui, elle fait partie de moi. Comme les vignes. Comme toi. » Henri resta silencieux un long moment. Puis, à la surprise de Camille, il tendit la main à Sogine. « Vous aimez ma petite fille ?» demanda-t-il, direct. Sogine hocha la tête. « Plus que tout. » Henri grogna, mais il n'y avait plus de colère dans ses yeux. « Alors vous avez intérêt à la rendre heureuse. » Camille sentit des larmes monter. Était-ce une acceptation? Pas tout à fait, mais c'était un pas. Un pas fragile, mais réel. Cependant, leur soulagement fut de courte durée. Ce soir-là, Sogine reçut un ultimatum de sa famille. Rentrer en Corée dans un mois ou être reniée. La nouvelle frappa Camille comme un coup de poignard. Elle passa la nuit à tenir Sogine dans ses bras, cherchant des mots qui n'existaient pas. Le lendemain, elles décidèrent de se battre. Camille contacta un avocat pour explorer les options de visa, tandis que Sogine écrivait une longue lettre à sa famille, expliquant qui elle était, son amour pour Camille et son désir de construire une vie en France. Mais au fond, elle savait que la réponse de la famille de Sogine serait sans pitié. Camille ouvrit son journal et écrivit une nouvelle page, décrivant ce moment d'espoir et de peur. Elle y jura de ne jamais abandonner Sogine, quoi qu'il arrive. Mais au fond de son cœur, elle craignait que la dernière page de leur histoire ne soit pas celle qu'elles espéraient.
Les semaines qui suivirent furent une course contre la montre. Camille et Sogine passaient leur journée entre la librairie, les rendez-vous avec l'avocat, et des nuits à planifier un avenir incertain. L'avocat leur expliqua que prolonger le visa de Sogine serait difficile sans un emploi stable ou un mariage, mais il y avait une lueur d'espoir, une demande de statut de résident temporaire pour raisons personnelles. Camille s'accrochait à cet espoir, mais Sogine semblait de plus en plus distante. « Et si je dois partir ?» murmurait-elle parfois, le regard perdu. Camille n'avait pas de réponse, seulement la promesse de ne jamais la laisser seule. Pendant ce temps, Henri surprit tout le monde. Un matin, il se présenta à la librairie, un panier de raisins fraîchement cueillis à la main. « Pour vous, » dit-il à Sogine, maladroit. « Camille m'a dit que vous aimiez le vin. » Sogine accepta le panier, surprise. « Merci, monsieur Dubois. » Henri grogna, mais il resta, feuilletant un livre sur l'histoire de la Corée que Sogine lui tendit. Ce fut un moment étrange, presque comique, mais pour Camille, c'était une victoire. Henri faisait un effort, même minime. Cependant, la réalité frappa de nouveau. La famille de Sogine répondit à sa lettre. Son père, dans un courriel glacial, lui ordonna de rentrer immédiatement, menaçant de couper tout contact si elle refusait. Sogine lut le message en silence, puis s'effondra en larmes. Camille la serra dans ses bras, mais elle sentait que Sogine glissait loin d'elle, écrasée par la pression. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Sogine. « Mais je ne veux pas non plus te forcer à tout abandonner pour moi. » Camille prit son visage entre ses mains. « Tu ne me forces à rien. C'est ma décision. Je veux être avec toi, où que tu sois. » Ces mots donnèrent à Sogine un regain de courage. Elles décidèrent de tenter le tout pour le tout. Sogine postula pour un emploi à la bibliothèque municipale, et Camille commença à envisager de vendre une partie de ses parts dans les vignes familiales pour financer leur avenir. Mais un soir, alors qu'elle rentrait d'un rendez-vous avec l'avocat, une mauvaise nouvelle les attendait. L'administration avait rejeté la demande de visa temporaire de Sogine. Elle avait un mois pour quitter la France. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sogine, elle, resta étrangement calme. « Peut-être que c'est un signe, » dit-elle. « Peut-être que je dois retourner en Corée, affronter ma famille. »« Non, » protesta Camille. « On peut encore se battre. »« On peut. » Mais Sogine l'interrompit doucement. « Camille, je t'aime. Mais je ne peux pas te laisser tout sacrifier. Pas encore. » Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, pesant chaque option. Sogine proposa une idée folle, partir ensemble en Corée, où Camille pourrait découvrir son monde, ses racines. Mais Camille savait que la Corée serait un terrain encore plus hostile pour leur amour. Le lendemain, Henri les surprit encore. Il invita Sogine à visiter les vignes, lui expliquant l'histoire de chaque parcelle. « Camille aime cet endroit, » dit-il. « Si elle vous aime, alors vous devez comprendre ce qu'elle est. » Sogine écouta, émue par l'effort du vieil homme. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait trouver une place dans ce monde, même si ce n'était qu'un début. Camille, inspirée par ce moment, écrivit une nouvelle page dans son journal. Elle y décrivit son espoir, sa peur et son amour indéfectible pour Sogine. Mais elle savait que le temps leur manquait. La dernière page de leur histoire approchait, et elle n'était pas encore écrite. Le dernier mois avant l'expiration du visa de Sogine passa comme un rêve fiévreux. Camille et Sogine explorèrent toutes les options, mais chaque porte semblait se fermer. L'avocat suggéra une ultime démarche, une lettre de soutien d'un employeur ou d'une figure influente de la communauté. Camille pensa immédiatement à Henri. Elle retourna dans les vignes, seule, pour lui parler. « Grand-père, » dit-elle, la voix tremblante, « je sais que tu ne comprends pas tout. Mais Sogine est ma vie. Si elle part, je pars avec elle. » Henri la regarda longuement, ses yeux fatigués mais moins durs qu'auparavant. « Tu es têtu, comme ton père, » dit-il enfin. « Mais tu as du cœur. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je vais écrire cette lettre. Pour toi. » Camille n'en croyait pas ses oreilles. Henri, le patriarche inflexible, acceptait de les aider?
Ce n'était pas une approbation totale, mais c'était un miracle. La lettre d'Henri, décrivant Sogine comme une personne essentielle à la communauté et à la famille Dubois, fut envoyée à l'administration. Pendant ce temps, Camille et Sogine préparaient un plan de secours. Si le visa était refusé, elle partirait pour un autre pays, peut-être le Canada, où les lois étaient plus clémentes. Mais un soir, alors qu'elle rangeait la librairie, une enveloppe officielle arriva. Sogine l'ouvrit, les mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillèrent. Camille, ils ont accepté. Je peux rester. Camille cria de joie, la serrant dans ses bras. Elles pleurèrent, rirent, s'embrassèrent, oubliant le monde autour d'elles. Quelques jours plus tard, Henri invita Sogine et Camille à dîner. Ce fut un repas maladroit, rempli de silence, mais aussi de moments de compréhension. Henri parla des vignes, Sogine des livres, et Camille, au milieu, sentit son cœur s'alléger. La dernière page de son journal fut écrite ce soir-là. Elle y décrivit leur victoire, leur amour, et l'espoir d'un avenir où elle pourrait être elle-même. Elle remercia Henri, non pas pour avoir changé, mais pour avoir essayé. Des années plus tard, Camille et Sogine dirigeraient ensemble une petite librairie vinothèque à Saint-Émilion, mêlant leurs passions. Henri, vieilli mais apaisé, viendrait parfois, un verre de vin à la main, écouter Sogine raconter des histoires de Corée. La dernière page de leur histoire n'était pas une fin, mais un début. Un début où l'amour, malgré tout, avait triomphé.